Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Nous sommes mercredi 15 mars 2023. Bonsoir et bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. La justice burundaise garde les 5 défenseurs des droits de l'homme en prison. Décision de la Chambre du Conseil en appel. Avant d'exiger le retrait sur le marché des emballages de récupération, des emballages de substitution devraient avoir été prévus. Parsem parle d'une désorientation du peuple qui relève de la situation générale du pays. Et enfin, dans ce journal, nous reviendrons également sur la énième crise du carburant et ses conséquences sur le quotidien des Burundais. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Rebonsoir. Gouvernance pour commencer. Le fils du président Évariste Ndayishimiye s'est approprié les terres de la colline Makaba appartenant à la commune Wugendana de la province Gitega. Des centaines de familles réunies dans des associations qui exerçaient dans ces domaines ont été chassées sans autre forme de procès. Le fils du président est en train d'y construire une usine dénommée Kipromo. Les détails avec Eloge Divin, Remesha. L'association de Sangiri Kiyago était constituée par des habitants de la colline Nganda. L'association de Fachanye était constituée par des habitants de la colline Nyamagana. Twite Dimbere rassemblait des habitants de la colline Guingiri. L'association Abagumyabanga était quant à elle constituée des habitants de la colline Chiishwa. Les individus réunis au sein de l'association Kukivi étaient originaires de la colline Murire. Dokorere Hamwe réunissait des habitants en provenance de la colline Kibungo au moment où, au niveau de l'association Douamahoro, se rassemblaient des habitants de la colline Mirama. Tous ces habitants, qui constituent au total plus de 300 familles, ont été chassés des terres dans lesquelles ils exerçaient leurs activités champêtres. Ces habitants y cultivaient du soja, des ananas, des avocats et d'autres. Il y a une année, ils se sont vus retirer des terres où ils exerçaient leurs activités et n'ont pas eu la chance d'être relocalisés ailleurs. Un des agents de la commune Wugendana qui s'est entretenu avec la RPA nous a dit qu'après avoir pris connaissance que c'est l'office du président Évariste Ndayishimiye qui s'est emparé de ces terres pour les exploiter, personne n'a plus osé demander des éclaircissements. Chaque personne doit travailler. Nous devons tous cultiver pour que chaque bouche ait à manger. Ces propos du président Ndayishimiye ne reflètent pas la réalité car sa famille a placé en premier lieu ses propres intérêts, faisant fi de la survie et de l'autodéveloppement de plus de 300 familles. Après avoir chassé ces familles, le fils du président Ndayishimiye, le nommé Jodel Ndayishimiye, qui s'est approprié ces terres de la colline Makaba, a amené ses ouvriers pour détruire tout ce qui se trouvait dans les champs, en l'occurrence des avocatiers, et y a cultivé des patates douces. Actuellement, Jodel Ndayishimiye est en train d'ériger sur place une usine qu'il a dénommée Kijumbu Products and More Kipromo en sigle. Cette usine se chargera de la transformation de patates douces et d'autres cultures. Des informations qui émanent de certains proches de la famille présidentielle révèlent que cette usine envisage de produire des biscuits à base de patates douces. Les mêmes informations révèlent aussi que ces biscuits vont être vendus au programme national de cantine scolaire, lequel est sous la responsabilité de l'épouse du président Angeline Ndayishimiye. Ainsi, des centaines de familles ont été refoulées pour des intérêts de la famille présidentielle, vu que les récoltes du fils du président seront achetées par l'argent du pays qui va être donné par sa maman Angeline Ndayishimiye. Le service de communication du bureau de la présidence n'a pas jusqu'à présent voulu réagir aux accusations imputées au président de la République et son épouse. Les militaires burundais déployés en mission de maintien de la paix en Somalie dénoncent le détournement du carburant et de la ration alimentaire qui leur est destinée. Un détournement fait par les responsables du contingent burundais. Le point avec Onésime de Chimagidze. Ce militaire burundais déployé en mission de maintien de la paix en Somalie indique que le phénomène de détournement du carburant et de vivres avait diminué pour ce 15e contingent par rapport au 14e, mais qu'il a repris ces derniers jours avec une allure inquiétante. Selon les informations recueillies auprès de militaires déployés à Mogadiscio, la capitale de la Somalie,
Ce carburant et vivres sont détournés par les responsables du contingent burundais juste après le déchargement au port de Mogadiscio et se poursuit dans différents cas, ce qui fait que les hommes de rang reçoivent une quantité insuffisante. À l'instar du 14e contingent où ce genre de vol avait pris une allure inquiétante, nous constatons que le même phénomène a repris pour ce 15e contingent. La ration alimentaire est détournée pendant le déchargement au port de Mogadiscio. Les responsables du contingent nous recommandent de séparer la ration alimentaire. Une certaine quantité est mise de côté, tandis qu'une autre quantité est séparée des emballages pour être déposée dans les stocks. C'est cette même quantité sans emballage qui est distribuée dans les différents camps se trouvant à l'intérieur du pays au moment où celle qui est toujours emballée est vendue. Cela pour dire que les militaires qui sont sur terrain reçoivent une quantité insuffisante. Le fait d'enlever les emballages avant la distribution de ces vivres, selon les militaires déployés à Mogadiscio, est une façon de fausser les enquêtes pour montrer que la ration aurait été détournée par les militaires au niveau de son embarquement à destination de l'intérieur du pays, ce qui risque de provoquer des acharnements entre ces militaires. Les militaires qui sont sur terrain posent la question de savoir pourquoi ils reçoivent une ration insuffisante. Le responsable indique qu'il y aurait eu des pertes parce qu'elle a été envoyée sans emballage. Ceux qui se trouvent au headquarter font savoir qu'ils ne sont pas responsables de la situation car ils ont été intimés l'ordre d'enlever des emballages. Ce qui veut dire que le fait d'enlever ces emballages est une façon pour les responsables militaires se trouvant au headquarter de montrer que la quantité qu'ils ont détournée lors du déchargement fait partie de celles qui auraient été perdues lors de l'embarquement à destination de différents camps de l'intérieur de la Somalie. Les propos du général Nimbula Nira lors des causeries morales en cours dans différents cas en Somalie encouragent plutôt ces actes de vol car selon les militaires, ce général ne montre pas qu'il a besoin de savoir si les militaires reçoivent tout ce dont ils avaient droit. Lorsqu'on analyse les questions qu'il pose lors des causeries morales qu'il est en train d'organiser dans différents camps de militaires burundais en Somalie, le général Nimbula Nira ne se soucie point du détournement du carburant et de la ration des militaires. Il n'a jamais posé la question de savoir si nous recevons une quantité suffisante. Il ne parle que de la boisson prohibée dite Umuraha qui serait fabriquée par des militaires et ne fait que proférer des menaces à l'endroit des militaires qui donnent certaines informations aux médias. Il a fait savoir que la solution de tous ces problèmes qui nous préoccupent ne sera pas trouvée par ces médias. Cela a alors encouragé les responsables de ces détournements car ils sont en train d'accuser les hommes de rang d'avoir détourné quelques litres d'huile, ignorant ceux qui ont détourné des tonnes de vivres et des dizaines de barils de carburant. Un kit de carburant coûte $170. Imaginez-vous combien s'achète 20 fûts remplis de carburant. Les militaires disent ne pas comprendre pourquoi les responsables de l'armée burundaise s'attaquent aux présumés fabricants de la boisson prohibée, laissant de côté les cas graves de détournement de dizaines de barils de carburant et des tonnes de vivres qui étaient destinés aux militaires en mission de maintien de la paix. La décision prise par le gouvernement de retirer du marché des emballages de récupération est une bonne mesure, mais il fallait que le gouvernement cherche d'autres emballages de remplacement propos des habitants de différentes localités du pays. Selon eux, cette décision va entraîner des pertes surtout aux commerçants de l'huile de palme, mais aussi à la population déjà paupérisée. Suivez certains Burundais qui se sont entretenus avec la rédaction de la RPA. Moi j'habite à Makamba. La décision de suspendre les emballages plastiques qui a été prise par la VPN est une bonne mesure parce que ça va dans le sens de protéger la santé de la population, mais il fallait d'abord préparer les esprits des commerçants, les esprits des gens qui travaillent dans ce secteur parce que ça va changer beaucoup de choses. Ça va entraîner les pertes, ça va entraîner donc la diminution des acheteurs de l'huile de palme parce que par avant on pouvait passer en état d'endivage. Donc seulement je vois qu'il y aura la diminution donc des acheteurs et ça va entraîner la perte aux vendeurs de cette huile de palme. Ça va entraîner aussi la perte des taxes communales. Ça faisait en fait beaucoup d'argent dans le possède de communes. L'actif c'était Kayanza
La suppression des emballages plastiques ou des sachets est une activité que l'État devrait songer aux objets de remplacement. Donc, cette décision ne plaît pas à la population car ils ne voient pas comment faire à ceux qui utilisent ces objets en plastique ou des sachets. Donc, nous demandons à l'État de faire le tout possible pour que le remplacement de ces objets qui ne polluent pas puisse nous parvenir le plus tôt possible. Sinon, cette décision est une décision qui devient mettre la population en colère. Alors, la prise de décision de l'État de prendre des FTT pour l'élimination des emballages de sachets ainsi que les bouteilles appelées communément quinche pour la conservation de riz et de parme témoigne qu'il n'y a pas de consensus avant de les remise en application. Imaginez le peuple qui faut consensus si cette décision est prise sans consensus. À la fin de ce mois en cours, ces emballages de récupération devront avoir été retirés du marché, a annoncé ce mardi le directeur du Bureau burundais de normalisation et de contrôle de qualité BBN. Pour Faustin Ndikumana, cette mesure du BBN désoriente la population et relève de la situation générale qui prévaut dans le pays. Le président de Parsem estime que les autorités du pays ont fait habitude de prendre des décisions sans mesure d'accompagnement. Pour cette situation de BBN, j'imagine que ça relève de la situation actuelle liée au problème de la prise de décision. Comment les décisions sont prises, comment les lois sont prises, et comment les choix stratégiques dans ce secteur, les choix de mesures stratégiques sont prises parce que avant de prendre une mesure et avant de prendre, de mettre sur les lois une réglementation quelconque, il faut analyser sur l'impact, l'état des lieux, la capacité des concernés à mettre en application le temps qu'il faut, les mesures alternatives, les mesures d'accompagnement. Parce que des fois, on peut prendre une mesure, on peut prendre une réglementation, alors qu'on n'a pas étudié tous les enjeux permettant à ce que cette réglementation soit bien appliquée. Et cela se remarque dans plusieurs secteurs. Il faut aussi, BBN devait sensibiliser au niveau de la non-utilisation de ces emballages en plastique. J'imagine que d'abord ça relève du comportement du public et des moyens qui sont à la disposition du public et des mesures mises à la disposition, des moyens mis à la disposition publique pour que le service d'emballage ne soit pas perturbé. Et parce que, vous savez, le service d'emballage aussi est pertinent dans la vente des biens et services. C'est difficile de le sacrifier en un laps de temps pour soi-disant qu'on veut adopter un comportement nouveau. Et tout alors, les deux mesures qui existent, un changement de comportement, une campagne, information, éducation, communication, il faut toute une stratégie. Je viens de vous le dire dans les titres, la Cour d'appel de Nahangwa a décidé de maintenir en détention les 5 défenseurs des droits humains arrêtés le 14 du mois dernier de février. Pour le président de l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, Akat Burundi en sigle, la détention est un moyen utilisé par le gouvernement du Burundi pour intimider toute personne qui ose mettre en lumière ce qui ne marche pas dans le pays. Maître Armen Niongere demande plutôt que ces défenseurs des droits humains soient libérés car ils n'ont commis aucune infraction. Suivez Maître Armen Niongere, le président de la CAT Burundi. Nous avons été surpris de la décision de la Cour d'appel de Nahangwa de maintenir en détention les 5 défenseurs des droits humains arrêtés le 14 février 2023. On s'attendait à ce que la Cour d'appel puisse corriger les erreurs commises par le tribunal de grande instance de Nahangwa en libérant ces défenseurs parce que ces 2 organisations faisaient un travail d'utilité publique et collaboraient étroitement avec l'administration publique dans l'intérêt de la population. Et toutes les charges portées contre ces défenseurs sont sans fondement. Et par exemple, dire que ces associations collaboraient avec une organisation non enregistrée au Burundi
n'a aucune base légale. La loi burundaise ne dispose d'aucune restriction de la collaboration des ASPR locales avec des partenaires non enregistrés. Et l'arrestation des défenseurs des droits humains et journalistes indépendants est un message fort des autorités burundaises pour intimider les défenseurs qui pourraient dénoncer les manquements du pouvoir en place et ce comportement ternit l'image du pays. Les autorités burundaises devraient immédiatement et sans condition remettre en liberté les 5 défenseurs des droits humains arrêtés le 14 février et abandonner les charges sans fondement qui pèsent sur eux. La pénurie du carburant, c'est aussi au chef-lieu de Gitega, la capitale politique du Burundi. Les stations-service de cette province n'ont ni mazout ni essence. Les conséquences de la situation se font déjà sentir aussi bien dans le secteur du transport en commun que sur les prix de certaines denrées. Emmanuel Niyungeko. Sur un total de 20 stations-service situées dans la ville de Gitega et dans les communautés de Kegiheta, Mutaho, Bugendana et Makebuko de la même province, aucune d'elles n'avait du mazout sur mercredi. C'est un moment où l'on était habitué au manque d'essence. Cependant, le mazout s'obtient au marché noir. Mais là, la différence s'observe en matière de vente entre le mazout et l'essence au marché noir. L'essence se vend dans une bouteille en plastique dite Kinju d'une capacité d'1,5 litre. Cette bouteille se vend à un prix variant de 12 000 à 18 000 francs. C'est un moment où le mazout, lui, ne se vend pas de cette manière. Il se vend par litre entre 6 000 et 7 000 francs, voire plus. Les conséquences de la pénurie du mazout ne manquent pas. La première est liée au fait que ce sont essentiellement des véhicules lourds tels que les camions et bennes qui consomment du mazout et les véhicules de ce genre transportent différentes marchandises et matériaux de construction et par conséquent les prix de transport et de ces matériaux de construction ont augmenté. Les chauffeurs expliquent que c'est parce qu'ils achètent le mazout à un prix élevé. À titre illustratif, une benne remplie de sable qui antérieurement coûtait entre 80 et 90 000 francs coûte habituellement entre 100 000 et 120 000 francs. Des marchandises dont le coût de transport normal était de 300 000 francs dans un camion de marque Fuso de 6 pneus. Maintenant, les mêmes marchandises sont transportées pour un prix allant de 500 000 à 600 000 francs burundais. Une autre conséquence se remarque sur le transport en commun dans la mesure où les agences de voyage disposent des bus consommant du mazout. Ainsi, quand il y a pénurie de ce produit, les agences de voyage réduisent le nombre de bus de transport ou au besoin et les interrompent leurs activités. Ainsi, les passagers se rabattent aux véhicules de transport en commun consommant de l'essence. Les chauffeurs de ces derniers profitent alors pour revoir à la hausse le ticket. Par exemple, le ticket actuel Gitega Bujumbura en voiture de type Probox varie entre 12 et 15 000 francs alors que le ticket était de 8 à 10 000 francs burundais pendant la période antérieure. Les propriétaires des véhicules qui consomment du mazout et la population en général réclament la disponibilisation de ce type de carburant avant que les prix d'autres marchandises ne grimpent. Les agriculteurs de la zone Rugazi, commune Kabarole, province Kayanza, manquent terriblement de fertilisants pour leurs champs. Pourtant, selon ces agriculteurs, la majorité d'entre eux a versé l'avance depuis la fin de l'année dernière. Ces agriculteurs demandent l'intervention des autorités habilitées pour faciliter l'obtention des fertilisants. Eric Nionzima. Les habitants de la zone Rugazi, commune Kabarole, indiquent qu'ils ont déjà semé des cultures pour la saison qui tirera les baies, mais qui n'ont pas encore bénéficié de l'engrais chimique. Même le peu d'engrais agricole est disponible et distribué à ceux qui donnent des ponts d'eau, comme l'indique notre source. Ce n'est pas normal qu'un agriculteur paie de l'argent pour l'engrais chimique depuis le mois de décembre et qu'il arrive au mois de mars sans avoir été servi. Les engrais chimiques sont en très petite quantité, raison pour laquelle leur distribution se fait à compte-gouttes. Mais même le peu qui est disponible est mal géré car les responsables demandent des pots de vin aux gens qui en font la demande. Tenez par exemple maintenant l'engrais chimique dit Totahaza, utilisé lors du sarclage, fait défaut. C'est vraiment désolant. Ces habitants de la zone Rugazi pointent du doigt les membres de la coopérative Amahoro qui a gagné le marché pour la distribution de l'engrais chimique dans cette zone. Ils les reprochent qu'un simple agriculteur n'est pas servi, même s'il aurait déjà payé l'avance de ces intrants agricoles, comme le précise notre source.
Nous demandons à l'administrateur et si nécessaire au gouverneur de faire une descente sur terrain pour s'enquérir de la situation parce qu'il n'est pas normal qu'on arrive au mois de mars sans avoir été servi en engrais chimiques. La coopérative Amahoro a désigné deux responsables chargés de la distribution de cet engrais. Il s'agit des nommés Pascal Menimana et une certaine Virginie. Les deux sont épaulés par d'autres membres du comité de cette coopérative. Mais malheureusement, si tu ne leur graisses pas la pâte, tu n'obtiens rien. Ce qui veut dire que les simples citoyens lambda n'ont aucun espoir d'avoir accès à ces intrants. C'est pour cela que nous demandons aux autorités administratives de suivre de près la distribution des engrais chimiques et d'exiger des explications aux membres de cette coopérative. Il demande aux administratifs de trouver solution à ce problème. La rédaction de la RPA n'a pas encore joindre Berkimas Sagoye, l'administrateur de la commune Kabarole, et Rémi Chichahayo, gouverneur de la province de Kayanza, pour qu'ils s'expriment à ce sujet. Et dernier dossier de ce journal, l'invasion des escargots mollusques dans les champs des agriculteurs des communes Mugina et Rugombo de la province Cibitoke. Ces escargots détruisent systématiquement les champs des cultures vivrières. La population locale alerte sur un risque de disette dans cette partie du pays. Denis Claire, il la trouve. Ces insectes de type escargot sont déjà signalés dans le secteur Ruvumira et dans les sous-secteurs Kilamira et Efiso du secteur Kilamira de la zone Kilamira en commune Rugombo de la province Cibitoke. Selon la population de ces localités, ces insectes ont déjà ravagé plusieurs hectares de champs de maïs et de haricots. Ils ramassent un à un et le tuent comme le témoigne notre source sur place. Ces escargots attaquent souvent le haricot et le maïs. Nous les tuons systématiquement un à un, mais on dirait qu'on n'a rien fait. En plus, le gouvernement n'a pas encore intervenu. La population de ces localités s'inquiète de l'inertie des services habilités devant ce danger qui guette la population. Nous n'avons pas encore eu des insecticides pour tuer ces escargots purs et aucun agronome ne s'est encore présenté sur terrain afin de faire le constat et rédiger un rapport. Une source administrative reconnaît toutefois que ces escargots risquent d'exacerber la situation alimentaire déjà précaire. Ce type d'escargot est également signalé de certaines localités de la commune Mugina de la même province. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Beatrice Nyabenda, directrice provinciale de l'agriculture et de l'élevage, pour en savoir plus sur le plan que son département compte adopter pour combattre ces escargots. Merci Dany Claire, il a trouvé, c'est par ton reportage que nous mettons point final à ce journal. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe de la rédaction ainsi qu'à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza et excellente soirée chez vous.